Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Ultra Tall, puisque c'est le premier de la saison 6, mais je reçois également deux sportifs de trailer du team Altra, Théo Le Boudec et Dawa Sherpa. C'est parti. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra-trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ultra Talk pour ce 264e épisode, le premier de la saison 6, le premier également sous l'ère de Sunday Night Production, et puis cet épisode en collaboration avec Altra que nous remercions, un spécialiste de la chaussure running et trail. Et pour cet épisode exceptionnel justement, puisque nous sommes à Chamonix, j'ai la chance et l'honneur de recevoir deux ambassadeurs de la marque Altra, Théo Le Boudec et Dawa Sherpa. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Salut. Je suis honoré de pouvoir vous rencontrer, c'est un grand plaisir en ce premier épisode justement de la saison 6. Avant de commencer dans notre discussion et dans notre échange, la première question que je pose traditionnellement, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Théo ? Merci. Alors moi c'est Théo Le Boudec, j'ai 22 ans, donc je suis athlète au sein du team Altra Running. Je suis breton. Comme le nom l'indique, presque. Un petit peu, ouais. Et voilà, donc c'est mon premier 100 miles et mon premier UTMB. Présenté comme le grand espoir du trail running français. Merci pour cette présentation. Et pour Dawa, la légende. Bonjour, moi je suis un peu plus vieux que Théo. Voilà, je m'appelle Dawa Sherpa, je suis originaire de Népal depuis 5 d'années que j'habite en France, entre les France, Suisse et Népal. Voilà. Et je suis content d'être là. On est très content aussi. Merci beaucoup. Donc Dawa, c'est vrai, dans l'introduction, par modestie, tu ne l'as pas positionné, mais c'est quand même une légende du trail running, de l'UTMB, puisque c'est le premier vainqueur de l'UTMB. Ouais, voilà, encore aujourd'hui, il y a 20 ans derrière, 20 ans. J'ai fait la première édition de UTMB et voilà, soi-disant, je suis le premier. Voilà. Tu vas nous expliquer tout ça. Ça fait rêver. Hein. Ça fait, ouais. 20 ans, bien évidemment que ça fait rêver. Tu nous parleras justement de toutes ces émotions de cette première épreuve. Et si tu t'étais imaginé il y a 20 ans, être là aujourd'hui pour la 20e édition et voir comment l'édition, comment l'épreuve je ne sais même pas si on peut dire évoluer, a explosé peut-être, et en tout cas toute cette ferveur autour de l'UTMB à Chamonix. Alors effectivement, l'histoire débute en 2003 à Chamonix, la première édition qui était déjà un événement en soi, puisque 720 coureurs étaient au départ de la première édition pour seulement 67 finishers. Et donc le premier vainqueur est à mes côtés avec un grand honneur pour moi. Et puis c'est devenu rapidement le but ultime de tout trailer. Hein. On vient des quatre coins du monde aujourd'hui. Il y a même des étrangers qui viennent s'installer des mois avant à Chamonix pour justement s'inspirer de l'ambiance. 6 ans après la première édition, les éditions étaient sold out en 6 minutes, en 8 minutes, ce qui était vraiment extraordinaire. Donc on est très heureux de pouvoir vous rencontrer à l'occasion des 20 ans de l'UTMB. Mais la première question vraiment pour rentrer dans la discussion que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui alors Dawa, tu vas nous expliquer la première édition, mais pour toi Théo, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être au départ de la 20e édition de l'UTMB ? Comment tu as débuté le trail ? Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sois là ? Alors moi de base, j'ai fait 12 ans de football et j'ai vraiment commencé à me mettre à la course à pied donc, durant le confinement. Donc ça a débuté sur le tapis de course, dans le garage familial. Où, tu avais droit au kilomètre autour du domicile ? Voilà, donc le matin le kilomètre et puis en fin de journée, on passait sur le tapis. Donc je voulais aider le personnel soignant. Donc j'avais ouvert une cagnotte en disant pour 1 euro récolté, je m'engageais à courir 1 kilomètre. La cagnotte a atteint 1 000 euros, donc j'allais pas courir 1000 km, mais pour marquer le coup, je m'étais dit je vais courir 100 km. Et c'est vrai que j'avais jamais couru plus de 30. Tu courais avant ça ? Tu faisais déjà des footings, des running ou Ouais, alors forcément, quand je jouais au foot, j'étais numéro 6. Donc, alors, j'étais pas le plus technique, mais j'étais l'un des plus endurants de l'équipe. Donc, j'aimais courir un petit peu partout. Ouais. C'est ça. Et donc, je courais le dimanche sur les courses locales, donc avec mon père. Et c'est vraiment pendant le confinement, je me suis dit, j'ai envie de tourner la page, changer de sport. Et c'est vraiment là où ça a commencé, donc sur le tapis à la maison. Donc, après les 100 km, j'étais vraiment, vraiment bien. Et je me suis dit, il y a moyen d'exploiter
quelque chose. Et donc c'est parti de là. Donc le confinement pour toi était un vrai virage Ouais. dans ta pratique sportive. Donc tu es sorti du confinement plus en forme peut-être C'est ça. qu'à l'entrée du confinement, comme beaucoup de sportifs d'ailleurs. Donc là où certains disent que pendant le confinement, on a perdu 1 an et demi, moi j'ai gagné 1 an et demi où j'ai vraiment retravaillé toutes les bases, la vitesse, l'endurance. Et donc l'objectif c'était un trail au Portugal, donc Transpeneda Gerês, Tout de suite derrière. tout de suite derrière, à la sortie du confinement. Et pendant ce confinement, c'était le trail qui t'enthousiasmait ou c'était, ça aurait pu être la route, ça aurait pu être le marathon, ce genre de choses. Qu'est-ce qui a fait que ça soit le trail qui arrive comme ça dans ta vie? Alors c'était le trail parce que habitant en Bretagne, j'habite en bord de mer. Et donc le GR34 c'est un Exactement. peu mon petit cocon là où je me sens bien. Quand j'ai besoin de sortir, de randonner, de marcher, c'était là où je partais. Et donc voilà, être dans la nature, tranquille, c'est vraiment moi ce qui me plaisait. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment orienté sur le trail. Mais ça ne m'empêche pas de faire de la route à côté, de toucher vraiment à toutes les Bien disciplines. sûr, pour compléter ta running. préparation. C'est ça. Mais entre justement le confinement, ce premier trail et aujourd'hui, on est à 48 heures du départ de l'UTMB. Quel a été le cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené à être là aujourd'hui? Forcément, l'UTMB, Ça représente quoi pour toi? C'est The Course. Pour moi, c'est, comme je le disais, c'est plus qu'une aventure, c'est mon rêve. C'est là où j'ai découvert tous les plus grands, donc forcément Dawa. Donc pour moi, c'est vraiment un privilège d'être également présent avec lui aujourd'hui. Je pense également à Mathieu, donc tous les grands monsieur qui sont passés par là. Donc me savoir au départ de cette 20e édition, c'est waouh. Beaucoup d'humilité au départ. Ouais, beaucoup. Hein. Bon, Je pense que je vais vraiment être tout petit et je vais avoir des étoiles dans les yeux, tout simplement. Parce qu'en plus, j'ai la chance d'être dans le SAS Elite, donc être Ouais. aux côtés de ceux que effectivement. j'admire au quotidien, que je suis sur les réseaux. Donc c'est dingue. Aujourd'hui, tu as ta place parce que tu es justement dans ce sas, donc c'est nous que tu vas faire rêver, que tu vas emporter. Et pour Dawa, donc parle-nous justement, on l'a répété, hein, ça fait 20 ans, mais cette première édition, est-ce que tu te souviens de comment tu t'es inscrit il y a 20 ans à cette première édition? Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux, on ne pouvait pas visualiser une épreuve comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on suit le live. On va être des millions à suivre le live du départ et de l'épreuve à partir de vendredi. Mais il y a 20 ans, c'était pas du tout, c'était une autre histoire. Donc, est-ce que tu te souviens de ta première inscription? Pourquoi tu t'es inscrit sur la première édition de l'UTMB? Oui, parce que c'est vrai, il n'y a pas de réseau, mais à l'époque, en fait, c'était petit comité et je participais à quelques courses comme je rêvais de Népal. Alors, je suis allé tout de suite courir au trail de Gorge de Verdon. On est 250-300 personnes, c'est des grandes courses, un grand nombre de participants à l'époque. Et aujourd'hui, c'était comme c'était petite famille. Et j'ai eu participé pas mal de courses dans le coin. À l'époque, Michel Politi courait aussi. Exactement. Et pour dire, entre guillemets, un parcours de UTMB, on a construit ensemble. Michel Politi, Vincent Delbar et puis quelques copains. Est-ce que le parcours a évolué d'année en année? L'année en année, oui, tout à fait. Ouais, parce qu'après, selon les météos, selon les décors de passage, d'autres passages, tout ça, et ils ont modifié chaque année. Et pour cette raison-là, souvent les gens ils disent ouais, il y a un record de UTMB, mais pour moi, il n'y a aucun record parce que c'est pas le même parcours. Ouais, c'est une question justement que j'allais évoquer sur cette question de record. Hein. C'est toujours, on se souvient de l'année passée, toute cette communication qui avait été faite autour du fameux record. Mais effectivement, si le parcours évolue d'année en année, il est difficile de comparer un temps par rapport à un autre. Même après, c'est le même parcours selon les météos, selon les météos, quoi. Ça change beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a aucun sens de le record. Voilà, comment je me suis inscrit, on a construit ensemble. Et puis à l'époque, personne ne sait où emballer, qui peut aller jusqu'à où. C'est là que les questions sont arrivées. Et Michel Politi, il a dit on va laisser la possibilité d'arrêter. On parle de Chamonix, mais ou Courmayeur ou Champé, selon leur forme physique, ils iront jusqu'à où. Voilà. Et puis finalement, moi j'ai eu les chances pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Oui, effectivement, tu étais jusqu'au bout parce que tu étais le premier à franchir la ligne. Et est-ce que avec le recul comme ça, est-ce que tu pouvais imaginer que cette épreuve devienne ce qu'elle est aujourd'hui? Je savais que ça va changer. Comme il y a le potentiel, il y a les beautés de le paysage, il y a les mythiques de passer sur les trois pays. Et je savais que ça va changer en beau, mais je n'ai jamais pensé aussi ça va changer aussi radicalement et aussi grand. Voilà. Aujourd'hui, je sais que c'est rien à comparer par rapport à la première édition. Voilà.
Ouais, comme tu l'as dit, hein, Théo, c'est The Course. Hein. C'est vrai qu'effectivement, tous les regards, tout le monde de l'Ultra Trail va être tourné sur Chamonix, hein, la ville et la région, au rythme de l'épreuve d'ailleurs. Mais justement, cette épreuve si particulière, comment est-ce qu'on la prépare? Comment, Théo, toi, est-ce que tu as changé des choses dans ta préparation pour être justement fin prêt au départ de l'UTMB vendredi? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors de base, normalement, j'aurais dû être au départ de la TDS. J'avais mon dossard pour la TDS et j'ai remporté une course by UTMB. Parce que forcément, dans un coin de ma tête, quand on a monté le programme de la saison 2023 avec le coach, j'avais cette UTMB en tête, cette 20e édition. Donc il fallait passer par une course by UTMB. Et l'objectif, c'était soit de faire un podium ou de la remporter. Donc c'est ce qui s'est passé en Croatie. Il n'y a pas une épreuve, hein, peut-être by UTMB, mais j'ai regardé depuis septembre l'année passée, c'est que des victoires quasiment aux épreuves auxquelles tu as participé. Je pense que le déclic, ça a été durant l'Endurance Trail des Templiers. C'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'avais peut-être un potentiel à développer. Donc j'ai vraiment préparé cette course avec attention. Donc j'étais étudiant sur Millau, en licence tourisme sport nature. Donc ça m'a permis de pouvoir allier études et puis le sport à côté. Ouais. Et puis donc après la validation de ma licence, vraiment consacrer 2 mois à tourner sur le parcours de l'endurance pour vraiment connaître chaque détail, chaque caillou. Et au final, ça se clôture sur une très belle victoire. Et derrière, il y a Altra qui m'a sollicité un petit peu plus et on a mis en place ce beau projet. Donc très heureux de pouvoir continuer l'aventure avec Altra au quotidien maintenant. Alors tu parles de connaître le moindre caillou, mais c'est aussi notamment dans la longue distance et dans l'ultra, te connaître toi aussi, puisque l'ultra distance c'est très particulier comme discipline. Il y a effectivement la connaissance du parcours sur lequel tu vas évoluer, mais il y a aussi la connaissance des réactions de ton corps, comment tu supportes l'alimentation, est-ce que c'est plus du salé, du sucré, le rythme, un départ rapide, un départ lent. Tout ça aussi, avec une jeune carrière que tu lances, il faut l'appréhender. Et c'est même bien plus. Quand on parle de sport, on pense souvent à l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect récupération, alimentation mental, et le mental. Le mental, avant surtout les courses, il y a toujours ouais. beaucoup de visualisation, se poser avant de dormir et pendant 5-10 minutes, fermer les yeux et puis voir le parcours, essayer de ressentir la course. Ça, c'est quelque chose que tu as mis dans ta préparation, la visualisation. C'est ça. Ouais. Avec les teams Altra justement qui t'accompagnent sur ce genre de choses? Non, ce côté visualisation, c'est vraiment par moi-même. J'ai travaillé tout seul, donc par moment, ça peut être par le biais de vidéos, mais surtout le soir avant de dormir où je suis plus calme, où je travaille sur la respiration, mais également sur vraiment visualiser le parcours. Par exemple, j'ai été faire la reconnaissance de l'UTMB en 4 jours, donc ça permet vraiment de prendre ses repères, prendre ses marques, et derrière, vraiment visualiser. C'est très très intéressant de nous décrire un petit peu comment tu abordes cette préparation qui est toute nouvelle, surtout sur cette distance pour toi. Et pour toi, Dawa, avec ton expérience, avec le recul, quels conseils tu peux donner justement dans l'approche d'une épreuve comme celle-ci, dans les automatismes qu'il faut modifier dans sa préparation? Après préparation, c'est sûr que pour quand même passer quand même un certain nombre de kilomètres, c'est très important parce que comme avec le dénivelé, mine de rien, il y a quand même pas mal de dénivelé et après, à un moment donné, même si souvent les gens ils disent c'est tout dans la tête, mais si le physique ça n'excède pas, la tête, s'il veut aller plus loin, après ça crée des dégâts sur le physique. Après, deuxièmement, faut pas faire embarquer par la foule ou par l'euphorie, tu veux dire? Voilà, par l'euphorie, parce que souvent il y a au ravitaillement, au départ, tout ça, il y a tellement de monde, les gens ils grillent beaucoup d'énergie là parce que tout le monde crie derrière et les gens ils vont accélérer plus que notre capacité et à ce moment-là, on laisse beaucoup d'énergie et ces énergies, il faut récupérer, ça prend beaucoup de temps et pendant la course, des fois on n'arrive même pas à récupérer. Moi, je suis resté, si je parle de moi, pendant la course, je suis resté moi-même, qui que ce soit autour de la sentier, même si gens qui encouragent, crient derrière, poliment, je salue ou je fais un petit sourire, mais je ne vais pas avancer ma vitesse parce qu'il y a quelqu'un qui crie derrière. Voilà, c'est un mélange de préparation mentale, de visualisation de ce que tu nous décris. Exactement. Et comme Théo vient de dire, la visualisation, ça c'est... En groupe, c'est un peu plus compliqué parce que chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon de préparer et aussi chacun ses sentiments. Par exemple, moi, quand je suis un peu dans les défaillances, un peu de difficultés physiques, mentales, à ce moment-là, je penserai beaucoup de gens qui sont
écoulé sur la lit de l'hôpital qui ne peut pas se lever. J'ai dit, moi j'ai la chance de souffrir ici, ce n'est pas une souffrance, c'est un plaisir. Personne n'est obligé de venir ici, je suis venu tout seul. Il faut que je sauve sur cette difficulté. Un reset mental pour repartir. Puis, voilà. À un moment donné, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche, on part naturellement. C'est sûr que là, à ce moment-là, si on plonge, on baisse un peu moralement de dire qu'est-ce que je fous là, pourquoi je ne resterai pas avec comme certaines personnes sur le canapé ou dans un bistrot. C'est sûr que ça aide. Sur la longue distance, on peut toujours à un moment donné avoir ce genre de raisonnement quand les moments un peu down où ça va moins bien, mais c'est justement dans la préparation mentale, dans la visualisation qu'on doit avoir la réponse à ce pourquoi. Exactement. Et si tu as la réponse à ce pourquoi, ce moment difficile va durer que quelques minutes et tu vas repartir. Après, si c'est une défaillance de mécanique, c'est sûr qu'il faut réagir assez rapidement. Il ne faut pas dire je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que c'est mécanique, c'est même si on pense que notre corps il est assez chaud, on est dans la relance. Si on pense essayer d'aller plus loin, ça veut dire qu'on pense ailleurs et ça risque de blesser, abîmer notre mécanique. Voilà, moi, je conseille à tout le monde de dire ne pas. C'est pas abandonner une course si on a des différences de mécanique. Voilà, parfois, certains échecs font partie des réussites à venir. Hein. Très clairement. Mais tu parlais de la foule tout à l'heure. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Moi, j'ai suivi le live l'année passée. Je suivrai aussi cette année. Mais je me suis fait le parallèle avec les virages de l'Alpe d'Huez dans certaines ascensions. Un monde c'est ce qui est tout nouveau. Peut-être que dans l'avenir, on va être obligé de barriérer certaines portions, mais il est difficile, ça doit être difficile en tant qu'athlète, quand on s'élance, de ne pas se sentir des ailes, surtout au départ. Le départ de l'année passée est parti sur un rythme juste incroyable. N'importe quel endroit, parce qu'ici, en UTMB, on va avoir ici au départ beaucoup de monde jusqu'à Zouch, après Saint-Jacques séparé, Contamine séparé. Et donc il y a plusieurs endroits où tu peux te laisser entraîner, effectivement. Chapiot séparé, et quand on est le Courmayeur, c'est encore la même chose. Et puis si on laisse tout type d'énergie chaque fois, c'est ça. Donc c'est quoi la clé alors c'est quoi la clé selon toi? C'est la concentration qui est extrêmement difficile à garder sur du long en plus. Essayer d'être plus zen possible et puis plus la concentrer. Même au ravitaillement, de dire avant d'arriver au ravitaillement, de penser qu'est-ce que je vais manger. Et puis faut pas quand on est là-bas qu'on essaie de chercher est-ce que je vais manger ça ou pas. Faut pas trop réfléchir. Rester dans sa stratégie d'alimentation. Dans sa stratégie, surtout. Il y a quelque chose qu'on aime bien manger, selon les météos, selon les chaleurs, froid, tout ça l'alimentation, ça varie parce que régulièrement, les gens ils posent des questions, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges dans la course. Moi, je dis, ne me demandez pas qu'est-ce que je mange, mais quand je mange, parce que ça varie. Tu n'as pas, ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas de stratégie fixe. Non, je n'ai pas une stratégie fixe, justement, c'est selon les climats, ça varie les nourritures. Et moi, je dis, demande-moi plutôt quand je mange, ça veut dire anticiper de manger. Parce que si, une fois qu'on a faim, c'est trop tard. Une fois qu'on a soif, c'est un peu tard. Voilà. Donc tout est dans l'anticipation, ce qui est la clé aussi de la réussite de la longue distance. Ouais. C'est très intéressant. On va arriver sur l'aspect un peu stratégie. C'est un peu ça la stratégie d'alimentation dans la longue distance. Ça fait partie de la réussite. Justement, dans l'équipe Altra, est-ce que vous échangez entre vous sur les différentes stratégies adoptées, les retours d'expérience? C'est vrai que moi, je suis vraiment le plus jeune. Je suis le petit jeune de l'équipe. Donc forcément, j'ai peut-être cette fougue, mais j'ai ce manque d'expérience. Donc quand on se lance sur un 100 miles, il y a plein d'éléments qui me manquent. Donc on parlait avec des garçons comme Hugo Ferrari, qui m'apporte vraiment une ressource pour pouvoir terminer ce tour sans problème. C'est quoi ton interrogation aujourd'hui, justement, Théo, 48 heures avant de te lancer, dans ces grandes questions? Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui t'interroge? Forcément, il y en a plusieurs. Mais il faut rester le plus calme possible, ne pas perdre ses moyens, parce que sinon, c'est déjà course perdue. Moi, ce qui peut me faire peur, c'est que je sais que mon corps peut courir entre 10 et 13 heures sans problème, mais derrière, il y a une zone d'ombre. C'est l'inconnu. Et c'est ça qui me plaît. En gros, je pars avec une feuille blanche et il y a tout à écrire. Ce qui veut dire que ton rythme sur les 13 premières heures dont tu parles va être un peu plus lent en anticipation de la suite, ou est-ce que tu vas maintenir ton rythme et puis ça sera le grand saut
après la 13e heure. Est-ce que ta stratégie est en place à 2 jours avant le départ? Elle est en place. Après, forcément, par rapport aux courses que j'ai faites en début de saison sur des 60 km ou à Istria sur un 110, c'est pas les mêmes allures. Il faut être beaucoup plus prudent. Comme disait Derbois, il ne faut pas se laisser porter par la foule, par les cris. Forcément, ça booste. Moi, je sais que je suis un coureur assez rapide. Donc, sur le départ, pendant 8 bornes, c'est en faux plat descendant. Et c'est là où il faut vraiment mettre le frein à main. Et même mettre le frein à main jusqu'à Courmayeur, jusqu'au 80e. Et puis là, se dire, OK, je suis bien, je relance, je suis pas bien, je ralentis un petit peu. Et puis derrière, on verra la suite. Et puis dans la longue distance, il y a le plan A, ce qu'on avait prévu. Et puis, est-ce que tu as prévu un plan B, un plan C? Parce que généralement, dans la longue distance, on peut prévoir les premières heures, effectivement. De là à prévoir la totalité de l'épreuve, ça serait vraiment une chance incroyable que tout se déroule comme on l'avait imaginé. Donc, est-ce que tu as dans ta stratégie un plan idéal? Et puis, un plan, si ça ne se passe pas comme je l'avais prévu, est-ce que tu as étudié différentes possibilités, que ce soit sur le physique, qui soit un jour sans peut-être, ou alors l'alimentation qui ne se déroule pas comme on l'avait prévu et qui peut générer des problèmes gastriques? Est-ce que tu es resté sur un plan très précis, ou est-ce que tu as quand même prévu des au cas où? J'ai quand même prévu un échappatoire si mon plan A ne fonctionne pas bien. Donc j'ai quand même une prise de hauteur par rapport à la course. Donc non, moi j'ai envie de faire le point à Courmayeur. Je vais partir sur des bases, donc avec un groupe. On part avec Hugo, Aubin et puis Alexandre Boucher. Et puis ensuite, je ferai le point là-bas. Mais c'est vrai que généralement, j'ai pas envie de me mettre cette pression de chronomètre. À Istria, plus sur les sensations. Alors exactement. À Istria, j'étais parti sur 11h30 de course. Et au final, les sensations étaient tellement bonnes. Je suis parti avec le groupe de tête. Alors attention, je dis pas que je partirai avec le groupe cette année, parce qu'on reste sur une distance qui est pour moi inconnue. Mais au final, à Istria, ça se termine en 9h55. Donc ça prouve que, voilà, avec la forme du jour, il peut vraiment se passer de belles surprises. Bon, ça va être intéressant à suivre. Et Dawa, est-ce que tu as peut-être des anecdotes sur des changements de stratégie de course, ou toi-même des stratégies particulières que tu as voulu tester, qui ont fonctionné ou pas? Mais est-ce que tu as des anecdotes sur ça, justement, sur des stratégies par le passé que tu as pu adopter ou modifier pour telle ou telle raison en cours d'épreuve? Honnêtement, j'ai jamais trop cherché vraiment des stratégies particulières. J'ai essayé de rester naturellement possible et puis adapté à la nature. Quand tu dis naturellement possible, c'est à l'écoute de tes sensations, voilà, principalement. Écoute de la sensation, et puis après niveau matériel, tout ça, c'est sûr que quand il pleut, il faut avoir des vêtements adaptés, et puis aussi des vêtements de rechange à des endroits, même plusieurs endroits, parce que sur le UTMB, c'est quand même c'est long. Et si on doit courir avec des vêtements mouillés, après c'est là qu'on va avoir un petit mot de vente, plusieurs choses. Si je dois raconter une anecdote, c'est nous, comme on partait ici, vous partez même heure, c'est sûr. On est levé de jour dans la Grand Col Ferré, et dans la Grand Col Ferré, matin, il y avait une bise qui souffle très, très fort. Alors c'est extrêmement fort. Tous les matins, c'est jusqu'à comment dire, la folie, on a essayé de mettre tout ce qui est en vaut, même. Des fois, j'ai emprunté des vêtements sur le parcours avec des ravitailleurs, des polaires, des gants, les bonnets, tout ce qu'on a trouvé. On a essayé tellement tu avais froid. Ouais, on a essayé de mettre parce que ça ne réchauffe pas, parce que on est déjà, ça commence à fatiguer, et on ne court pas très très vite là-bas. On est bien trottiné, c'est déjà pas mal. Et en trottinant, ça ne chauffe pas avec les froids. Et c'est très important. Voilà, j'ai emprunté des vêtements sur le parcours. Voilà. Au vol. Et c'est vrai qu'on on parle de stratégie, mais la météo est également très importante dans la longue distance. Même s'il fait beau temps, il fait très froid dans la vallée de Col Ferré. Dans le Grand Col Ferré, comme ça fait une couloir, il y avait des bises qui soufflaient assez fort. Donc c'est vrai que stratégie, il faut checker la météo. Alors j'imagine que dans l'équipe, vous avez déjà probablement étudié les différents possibilités météo à partir de vendredi soir, ce qui a un impact sur le textile. Donc, ce qui veut dire, tu parlais tout à l'heure, avant qu'on ouvre les micros, Théo, de préparation de sacs. Ce qui veut dire que là, c'est pareil, vous préparez plusieurs sacs dans lesquels vous pouvez mettre de l'alimentation, ce genre de choses, mais aussi du textile. Ouais. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ou est-ce que vous mettez tout en vous disant, comme ça, j'aurai le choix au cas où? Ou est-ce que vous faites le tri quand même avant, dans le cadre de la préparation? Alors, généralement, c'est surtout des doublons.
On va avoir par exemple donc les sacs, c'est dans chaque point de ravitaillement et avoir plusieurs paires de gants, plusieurs bonnets. Comme ça, si sur un tronçon de course, le bonnet prend l'eau, et ben voilà, on peut le changer, en mettre un neuf, un sec. Et voilà, vraiment éviter l'hypothermie et puis d'avoir froid surtout. Donc, toute une question d'anticipation, hein, toute une question Exactement. d'anticipation, d'expérience, de partage avec l'équipe et justement sur la stratégie, puisque tu l'as dit, hein, il y a la possibilité de déposer des sacs, donc la possibilité aussi d'échanger avec les personnes qui font partie de l'équipe, hein, de ton encadrement. Et est-ce que là, tu es un coureur à l'écoute d'un conseil extérieur ou d'un changement de stratégie, ou tu es un coureur qui reste dans ta bulle et qui ne veut pas forcément qu'on lui parle sur les ravitaillements? Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que là je vais te dire oui. Parce que ça peut avoir un impact très important sur la suite. Mais en course, tu es beaucoup moins lucide. C'est pour ça que parfois un conseil extérieur, toute une question en fait de paramétrage et de deal avec l'encadrement. Après, j'ai envie de te dire que oui, moi j'arrive à m'ouvrir pendant les zones de ravitaillement. Je vais prendre l'exemple d'Istria, où au kilomètre 80, je suis à moitié en hippo, je suis en contact avec Elio Fumo, donc on joue vraiment à la première place. Et c'est Nicolas Martin, donc vice-champion du monde de trail, qui me fait l'assistance. Et puis il trouve le bon mot, la bonne phrase. Et je sors du ravitaillement requinqué. Et puis Elio, qui était à 5 minutes devant, je le reprends dans la bosse. Et puis derrière, je termine tout seul. Alors c'était quoi cette expression? Est-ce que tu peux nous la partager? C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a résonné en toi? Le déclic, je suis arrivé au ravitaillement, j'étais vraiment un fantôme. Et puis il m'a dit... Tu as dit une semi-hippo, une demi-hippo. C'est quoi une demi-hippo? Tu commençais à sentir les... je commençais à avoir des étoiles dans les yeux, j'avais plus d'eau, j'arrivais plus à m'alimenter. Et quand le cerveau veut plus, il faut essayer de se forcer. Mais quand tu es tout seul et que tu es un petit peu borné, c'est pas évident. Et Nicolas m'a dit si, il faut que tu manges. Et c'est aujourd'hui que tu vas écrire ta propre légende. Et cette phrase, j'ai eu des frissons et puis c'est reparti. Peut-être qu'on en reparlera dans 20 ans. Peut-être qu'on en reparlera dans 20 ans. Et pour toi, est-ce qu'il y avait des conseils extérieurs qui étaient possibles, ou est-ce qu'il y a 20 ans, les règlements étaient peut-être différents? Peut-être qu'il ne pouvait pas y avoir pas de ravitaillement, mais d'équipes qui pouvaient intervenir, des membres de ton équipe sur le parcours. Quelle est la relation que tu as avec ton équipe dans un ultra-trail et au moment justement de ces moments décisifs comme tu l'as si bien décrit? Alors, à l'époque, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y a ma femme qui suit tout le long du parcours. Chaque ravitaillement, elle est là et elle ramène tout ce qu'on a besoin de manger, comme soupe chaude, de thé. Elle sait parfaitement ce qui te convient. Voilà. Oui. Nous, on prépare après, on cherche pas vraiment des alimentations très techniques. Hein. On a essayé de manger le plus naturellement possible. J'ai mangé beaucoup de riz avec des salés, des pimentés, des pommes de terre. On a fait des boulettes de pommes de terre pour même porter un petit peu avec nous. Parce que sur le parcours, c'est vrai qu'à force de manger sucré, à un moment donné, on n'a plus envie de manger sucré. Au niveau gastrique, c'est compliqué. Voilà, ça peut être compliqué. Surtout s'il fait chaud, à un moment donné, ça ne passe plus. À ce moment-là, moi, personnellement, je parle personnellement, je demande pas de manger piment parce que moi, à un moment donné, quand je suis fatigué, j'ai besoin de manger piment assez fort. Alors, c'est quand je mange des piments, ça active le sang et je peux partir tout simplement. Là. Si je donne un exemple sur la Grande Raid de la Réunion, à 25 km de l'arrivée, j'étais vraiment fatigué. J'étais avec Anton Guillon et j'ai dit Anton, tu fais ta course à Anton, moi je vais rester au ravitaillement à peu près 1 heure et je reviendrai après. J'étais entre guillemets, vraiment, j'ai fait un coup de chaleur et j'étais pas bien. Je suis allé au ravitaillement, j'ai demandé une soupe et puis la soupe, il était bon, soupe de compost, il a fait comme pour tout le monde, c'était pas mal, il est bien salé, mais il n'y a pas de piment. Alors j'ai demandé, vous n'avez pas un piment? Réunionnais, il dit, oh, puis ici, piment. J'ai même engueulé, j'ai dit, vous n'avez pas honte de dire l'île de la Réunion, il n'y a pas de piment dans le jardin, vous n'avez pas de piment? J'ai dit, il y avait une personne, il a participé évidemment dans le jardin, il a ramené piment rouge, j'ai mangé 2 piments rouges avec un bol de soupe, là je suis parti. On a aujourd'hui le secret de la réussite de Dawa, c'est le piment. Voilà. Après, je ne demande pas de manger à tout le monde, ça, c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué, ça va. Ça risque d'être compliqué au niveau gastrique pour la suite, effectivement. J'ai des flammes. de l'épreuve, effectivement. On parle de stratégie, juste une petite parenthèse sur les datas. Est-ce que vous êtes des athlètes attirés par les datas, sensibles aux datas, les pulsations, ce genre de choses. Moi, je viens du monde du cyclisme, donc on parle beaucoup de puissance, ce qu'on peut pas faire dans le trail. Mais est-ce que vous êtes sensible aux datas? Est-ce que vous surveillez vos battements, votre état de forme avec des bracelets connectés, ce genre de choses, ou pas du tout? Vous êtes vraiment sur le feeling? Alors, personnellement, moi, j'ai jamais fait
J'ai jamais fait le temps, lequel battement de corps, tout ça. Seule fois qu'un médecin il m'a dit, j'ai fait un contrôle de, je sais plus, j'étais pas très bien, j'ai fait un contrôle à Genève. Il m'a dit, au repos, vous avez 43. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Il m'a dit, tout ce que je sais, c'est ça. C'est ta seule relation avec les datas, c'est 43 euros. Voilà. On apprend plein de choses aujourd'hui sur cet épisode. Le piment, le battement de cœur, c'est intéressant. Et pour toi, Théo? Et moi, c'est plus au réveil. C'est vrai quand je cours pas avec la ceinture, parce que la ceinture me gêne. Et au poignet, donc forcément, il peut y avoir des petits décalages par rapport au battement, donc c'est pas fiable à 100%. Par contre, je dors avec ma montre. Et le matin au réveil, quand je suis en dessous de 40 battements minutes, je sais que ça va, je suis en forme. Par contre, si le cœur bat un petit peu plus vite, c'est qu'il y a de la fatigue. Ouais, ce que j'allais donc dire, par rapport à ça, il faut réadapter l'entraînement ou taper un petit peu moins dans les réserves. Donc vous êtes suivis tous les deux par un coach, j'imagine, avec lequel vous partagez ce genre de choses? Ouais, donc moi je suis suivi par Christophe Mallardet. Donc Christophe, c'est le coach de François Daen. Donc c'est vrai que j'ai une chance énorme parce que là, il m'a vraiment fait une préparation aux petits oignons. Et depuis qu'on collabore ensemble, tout se passe très bien. Donc ouais, j'ai vraiment de la chance de pouvoir... Tu sens que tu es en forme physique, est-ce que tu pourrais dire que tu es dans la forme de ta jeune carrière? Forme de ma vie, je me sens bien. Après, à confirmer le jour de la course. C'est vrai qu'on peut avoir de très bonnes sensations avant la course et puis faire une non-course. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir les jambes lourdes avant la course. Et généralement, quand j'ai les jambes lourdes, c'est que ça promet une belle course. Et pour toi, Dawa, tu as déjà par le passé collaboré avec des coachs ou tu te fais toi-même tes propres programmes de par ton expérience, tes connaissances? Alors, moi, je ne suis pas très discipliné. J'ai fait comme j'ai pu, mais je n'ai jamais eu de coach toute ma carrière. À part quand j'ai fait des skis de fond pour les Jeux Olympiques, tout ça, j'ai eu des entraîneurs. Alors là, tu m'amènes sur un sujet, effectivement. Voilà. En préparant cet épisode, j'ai découvert que tu avais participé à 3 reprises aux Jeux Olympiques. 3 Jeux Olympiques, j'ai participé. Voilà. Pour le Népal? Pour le Népal, ton pays, effectivement. Tu peux nous partager ça, t'expliquer dans quelle discipline, hein, parce que là, on n'est pas dans l'ultra-trail. Alors, Jeux Olympiques, dans quelles circonstances? J'ai participé au ski de fond. Ski de fond et pourquoi je suis arrivé, c'est pour dire pourquoi je suis arrivé sur le ski de fond, c'est que j'ai fait une course qui s'appelle Himal Race au Népal. C'est une course de 1000 km et 1000 km, mais c'est par étape avant 1000 km, pas d'un coup, pour pas aussi. Voilà. Course à pied ou en ski de fond? Course à pied. Course à pied, c'est course de 1000 km, j'ai gagné cette course et puis ça a apparu en bas dans la journée locaux. Finalement, il y a le comité olympique du Népal qui essaie de me contacter et puis on a rencontré, c'est là, il m'a dit Dassiri, on a besoin d'une personne comme toi pour représenter le Népal aux Jeux Olympiques. Il m'a dit, voilà. Est-ce que tu avais déjà fait du ski de fond avant qu'on te fasse cette proposition? Justement, je viens de ça parce que c'était février, c'était décembre 2002. Et j'ai fini la course, et puis 2002. Et les Jeux Olympiques, c'est des Jeux Olympiques, mais Jeux asiatiques au Japon. Le comité olympique il m'a contacté pour aller au Japon, représenter le Népal aux Jeux asiatiques. Il m'a dit comme ça. J'ai dit, c'était à quoi? Je pense que comme ils ont vu que sur les journaux, j'ai fait une course à pied, je crois que c'est la course à pied. J'ai dit, avec plaisir. Moi, j'ai jamais été au Japon. C'est le meilleur moyen de découvrir le Japon. Je participe, j'ai dit. Finalement, par curiosité, c'est quelle discipline et combien de distance? J'ai dit comme ça, il m'a dit, non, c'est ski de fond. J'ai dit, ski de fond, j'ai entendu parler beaucoup, mais pour l'instant, j'ai jamais touché les skis de fond. Il m'a dit, comme tu habites en Suisse, tu as la possibilité, si tu peux pas participer, et personne d'autre peut participer aux Jeux Olympiques. Il m'a dit comme ça. Quand j'ai entendu ça, je crois, en faisant comme ça va marcher. Voilà. Je vais essayer de préparer. À l'époque, je ne connais pas les skis rouges, je connais rien, hein. Il n'y a pas de la neige. J'ai essayé d'acheter un petit patin roller, j'ai essayé de patiner un peu dans la garage, un peu sur la route après le boulot à Genève. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au JO. Voilà. Et puis j'ai attendu jusqu'à la neige qui tombe et après je suis allé au G. J'ai fait 6 cours de 2 heures. Au bout de 6 cours, je suis allé au Japon. J'ai fait 30 km, j'ai fini dernier, j'ai tombé 5. Est-ce que tu as dit au prof qui t'a donné les cours que tu venais prendre des cours pour faire les JO? Tout à fait. Ouais. Il a dit, dans la descente, il faut faire ça, il faut pas, si tu tombes, c'est pas grave, tout le monde tombe. En tout cas, c'est une super anecdote, c'est une super histoire. Voilà, félicitations. Pendant 30 km, je suis tombé 5 fois, hein, ça c'est sûr, je ne cache pas. J'ai fini dernier et à la fin, les médias japonais ils m'ont dit, tu étais déçu de finir dernier.
pour moi, c'est normal que j'ai pas d'entraînement, je finis dernier, c'est pas déçu, mais j'ai dit, si c'était un japonais, vous ferez quoi, j'ai dit. De toute façon, est-ce que vous avez vu une course, il n'y a pas le dernier, quoi. Exactement. En tout cas, voilà, je voulais juste que tu nous partages cette anecdote parce que moi, quand j'ai préparé cet épisode et que j'ai vu ça, il fallait absolument qu'on le positionne dans le podcast. J'aimerais qu'on parle également du matériel qui, depuis 20 ans, depuis la première participation, a énormément évolué, que ce soit pour la marque que vous représentez, pour les chaussures aussi, très clairement, ça a évolué. Comment vous vous situez par rapport à ça? Donc, parce qu'il y a deux écoles, on va dire, toi qui arrives effectivement dans ce monde de l'ultra avec ton jeune regard, donc du matériel déjà à tes dispositions, et puis pour toi, du matériel qui a considérablement évolué. Donc, quelle est votre relation avec le matériel? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est très important ou on vous donne une paire de chaussures, vous courez avec la paire de chaussures sans savoir, ou vraiment vous vous attachez à essayer de comprendre sa composition, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors déjà par rapport au matériel, moi j'ai toujours aimé courir de façon minimaliste. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé sur des distances un petit peu plus longues, il fallait charger le sac, sortir 2 flasques, donc t'es un petit peu plus lourd, moi ça me gênait un petit peu, mais voilà, il faut rester un peu par rapport à la montagne, donc voilà, il faut se charger. Mais c'est vrai que par rapport au matériel, comme tu disais par rapport aux chaussures, donc moi j'ai la chance d'avoir couru pendant le confinement avec les chaussures Altra. Donc j'ai eu ce délai de temps de pouvoir L'adaptation, ouais. Voilà, c'est ça. Et quand Altra m'a contacté, c'était vraiment le top parce que je n'ai pas été forcé en fait à Avec porter les continuité. chaussures. Ouais. J'étais déjà très bien dedans, donc mais oui, c'est très très important. Et est-ce que tu penses que l'évolution du matériel, et là ça peut être une question qui surtout s'adresse à toi, Dawa, est-ce que tu penses que l'évolution du matériel a un impact sur la discipline, sur le développement de la discipline? Ah, c'est clair. Ouais, parce que si je reviens 2003, à l'entour de 2003, c'est sûr que depuis la Slip jusqu'à chaussette, c'est des cotons. On a couru avec ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de bouillon, il n'y a rien, mais quand il y a l'humidité, on court avec, quoi. Là. Et aujourd'hui, c'est sûr que les matériels, c'est le jour et la nuit. Il y a tellement de légèreté, tellement de niveau respiration. Et après, même des fois, si c'est pas trop léger, il faut vraiment aller en haute montagne parce que c'est sûr que, comme je dis, dans le grand col ferré, si on a un qui avait léger, ça va pas chauffer. Il faut vraiment avoir faut pas hésiter de porter presque un petit gilet polaire ou gilet doudoune. C'est vrai qu'il y a le textile, il y a les chaussures qui ont énormément évolué, il y a le textile, il y a les sacs d'hydratation qui n'existaient pas avant, il y a les bâtons qui sont également très présents. Est-ce que toi, dès le départ, tu as eu tous ces équipements ou est-ce que la manière de pratiquer a évolué au fil du temps et tu t'es adapté avec ce qu'il y avait? Après, c'est sûr qu'on essaie de chercher toujours des performances, hein, ça c'est clair. Quand il y a quelque chose qui est bien, on va essayer de chercher ça. Pour améliorer la pratique. On va choisir les moins bien, hein. Même par curiosité. Hein, c'est de dire peut-être ça va changer un peu de confort, un peu de performance. C'est sûr qu'on cherche, tout le monde est sur le même chemin, je pense. Et aujourd'hui, je pense que le matériel est tellement évolué comme chaussures Altra, tout ça, je pense on ne va pas chercher encore mieux que cela, quoi. Légèreté, confort, c'est sûr. Moi, quand je cours, on court avec une pantoufle, quoi. C'est clair. En tout cas, c'est intéressant. J'ai hâte de tester. Un grand merci au passage. On parle également, tout à l'heure, tu as parlé des records. Et que pour toi, ça n'avait pas effectivement de lien puisque les parcours étaient différents. Et pour toi, Théo, est-ce que, sans te demander est-ce que tu veux aller chercher un record, pas du tout, mais est-ce que pour toi, ça peut être une source de motivation par contre? Est-ce que c'est une référence? Est-ce que tu t'attaches à ça ou il y a un record qui viendra s'il doit venir? Quelle est ta relation avec alors, il y a la performance en tant que compétiteur, mais il y a aussi le record. Est-ce que pour toi, c'est une fin en soi ou tu t'es détaché de ça pour le moment? Comme disait Dawa en début d'émission, au final, le chrono, il peut changer d'une année à l'autre par rapport aux conditions, par rapport aux gars avec qui tu seras au départ. Donc au final, non, faut pas se rattacher à un chrono. Je pense pas. Bon, c'est intéressant. C'est vrai que l'année passée, moi je me souviens, ça avait été le sujet de battre le record et au final deux participants étaient tombés sous les 20 heures. Mais ça montre quand même que voilà, ça va de plus en plus vite. De plus en plus vite. Sur une discipline qui est censée être d'endurance, on voit que au final, ça court. Ça va très faut vite. être rapide, faut être endurant. Donc au final, faut être un coureur complet.
Coureur complet, je crois que tu utilisais le bon mot. Rappelle-nous le temps que tu as mis en 2003 lorsque tu as gagné. Alors 2003, c'est après je dis. C'est pas le même parcours, voilà, mais on parle de battre le temps des 20 heures, ouais, ces fameux 20 heures. Rappelle-nous le temps que tu as mis en 2003. J'ai mis 20h05. 20 heures et 5 minutes. 20h et 5 minutes, oui. Déjà, moi, je savais à peu près parce que selon les vitesses qui est en cours, quand début, comme j'ai parlé à Vincent Delbar, à Michel Politi, on était plusieurs fois sur le parcours et avec Kersab Jakro aussi. Et un jour, en discutant avec Kersab et Vincent, il dit Kersab dit ouais, 18h, et Vincent il dit ouais, 18h, 19h, ça gère. Moi, j'ai dit, écoutez, les amis, si quelqu'un qui finit à 20h, je tire mes chapeaux, j'ai dit. Et finalement, j'ai fini 20h, j'ai fait 20h05. Par contre, à l'époque, le seul souci, c'est le niveau frontal, ce n'était pas performance du tout. Oui, c'est vrai, probablement. Et pour dire, depuis Balorcine jusqu'à Chamonix, j'ai mis 2 heures, j'ai tâté un bout avec les pieds, un bout de pied, si il n'y a pas un trou, comme il pleuvait tellement, il y a tellement d'eau sur le parcours. Forcément, ça fait baisser la moyenne. Ça fait baisser la moyenne, exactement. Quand j'ai arrivé à Chamonix, Catherine Politi m'a engueulé. Il dit qu'est-ce qui t'a foutu d'avance? J'attendais depuis longtemps. T'es parti il y a eu 2 heures de Valenciennes. Il m'a dit comme ça. J'étais expliqué Catherine un jour. J'ai dit. Oui, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas équipé de GPS. Vous avez vos badges, vos dossards qui vous détectent quand vous passez sur des tapis. Avec l'application LiveTrail, il y a une prédictibilité d'une durée, d'un temps de passage probable au prochain point. Mais entre ces points, on ne sait pas précisément où vous vous situez. Il y a une prédictibilité, donc vous avez les curseurs qui bougent effectivement en fonction d'une moyenne. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Mais pour avoir eu la chance de visiter ces 2 dernières années le PC Sécurité de Chamonix, il y a des anges gardiens qui veillent sur vous et qui sont là pour surveiller l'épreuve et que tout se passe bien. Faut dire, quand j'ai arrivé à Balorcine, dans la tente de ravitaillement, ils ont posé des palettes, ça flottait sous l'eau. Il y a tellement d'eau. Et quand j'ai passé au col de Seine, il y a 3 personnes qui est censé être là-haut. Il faut contrôler les coureurs et pour la sécurité. Ils étaient tous cachés derrière un caillou. Il m'a juste fait le signe avec les mains de descendre derrière Italie parce que ça tombait des grêles comme ça. La grêle est tombée sur le caillou. Il était protégé. Un dernier point sur le record, sans parler de le battre quoi que ce soit. Théo, quand tu vois les temps de l'année passée, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça fait rêver. Ça fait rêver et puis ça permet aussi de se positionner par rapport au chrono que je vais établir cette année. Me dire, voilà, je suis à tant de temps de Kylian, ou ça permet vraiment d'étalonner, de marquer une performance. Ouais. C'est vrai que pour moi, l'UTMB, c'est quand même le championnat du monde de trail running. C'est là où se retrouvent tous les meilleurs. Donc voilà, ça permet vraiment de se positionner par rapport aux autres. Ça, tu as anticipé sur ma question, hein, puisqu'on va arriver sur la fin de l'épisode. Et ma question était justement, depuis ces 20 dernières années, on a expliqué comment avait grandi l'UTMB, mais qu'est-ce que c'est de course à de si spécial selon vous? C'est un mythe. Et qu'est-ce qui fait que c'est devenu un mythe? C'est quoi? C'est la communication, c'est les images, c'est les temps, c'est les champions, c'est un mélange de tout ça. C'est le temps parfois, c'est des drames malheureusement, parce que dans la longue distance, ça peut arriver. Et c'est arrivé sur les 2 dernières années. Mais qu'est-ce qui fait que cette épreuve est devenue si mythique justement? Après, je pense que c'est la communication. Communication, et aussi après, c'est quand même un endroit les endroits aussi qui est mythique. Il y a les Mont Blanc, il y a aussi ça traverser 3 pays. Il n'y a pas beaucoup de courses qui est comme ça, traverser 3 pays. Et puis aussi, c'est un mélange de plusieurs facteurs. Sommet le plus haut de l'Europe qui est mieux. Et je pense, nous, on connaît tous les gens qui habitent ici, les Français, ou comme moi, je suis népalais, mais j'habite ici, on ne se rend pas compte, mais il faut certaines personnes qui viennent de loin. Je pense que c'est tellement important de voir les Mont Blanc et passer sur les 3 pays. Il y a maintenant, je pense, de plus en plus d'étrangers qui vont arriver et puis les Français, il y a moins en moins de Français qui vont arriver sur la UTMB, je pense. Ouais. Bon, c'est très bien résumé. Et dernière question pour Théo, on se sent comment à 2 jours du départ? Comment tu es dans ta tête en fait? Ça se passe comment? C'est vrai que je suis très excité parce que c'est vraiment mon premier UTMB. Je suis arrivé sur Chamonix début de semaine, donc avec le village, avec les partenaires, avec Altra, donc c'est trop cool. Donc la pression commence à monter gentiment.
Parce que là, tu dégages beaucoup de sérénité, hein, beaucoup de calme, mais parfois, à l'intérieur, ça peut être la tempête, tu vois. Ouais, donc. mais c'est vrai, c'est parce que c'est l'image que je renvoie, mais c'est vrai qu'au fond de moi, là, on va terminer l'interview et puis je vais aller me poser à l'hôtel, je vais me souffler, me remettre dans ma bulle, écouter un petit peu de musique. Tu écoutes de la musique pendant l'épreuve ou Pas pendant la course. Non. Pendant la course, je vais vraiment être dans ma bulle. focus? Focus, être en contrôle de l'environnement autour de moi, savoir ce qui se passe. Moi, ce que j'aime pas avec la musique, c'est que ça a un impact en fait sur le rythme. Si on Exactement. passe d'une musique un petit peu plus rude à une musique un petit peu plus douce, bah forcément le rythme il peut baisser ou accélérer, donc ça peut vraiment dérégler la course. Tout à fait. Et pour toi, Dawa, ça te fait quoi de revenir tous les ans? Pour moi, ça me fait plaisir de voir les coureurs déjà. Les trailers aujourd'hui, puis ça devenait grand. UTMB, il y a beaucoup de monde, mais à la base, les trailers, c'est presque comme ma famille, quoi. J'ai le plaisir de voir tous les anciens trailers qui ont couru ensemble. Et aussi tous les organisateurs. La plupart des organisateurs, c'est des amis. Hein. Des amis, ouais. Voilà. Pour moi, c'est une réunion. Même si je ne cours pas, je suis là, je suis un peu sur le parcours de temps en temps, si ça me permet. Et voilà, juste histoire de retrouver tout le monde. En tout cas, un très très grand merci. On arrive sur la fin de l'épisode. Un grand merci à vous. J'ai beaucoup de chance. Je mesure à chaque fois la chance que j'ai de recevoir des invités, plus particulièrement aujourd'hui. Donc un grand merci. Puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci à vous. Je souhaite très 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 belle course pour toutes les équipes ultra. Et puis prenez soin de vous. Et puis faites belle course. Et quel que soit le niveau, premier comme les derniers, voilà. Prenez des plaisirs et prenez soin de vous. Et puis merci beaucoup Dawa pour ta disponibilité. C'est vrai qu'on s'était rencontrés à Courchevel cette année. Et vraiment, ouais, tu m'as apporté beaucoup de conseils et tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie humainement comme sportivement. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous tous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.